Manolotra ny araba toko lahy sy toko vavy ary tonga soa indray atao anatin'ny fotoana ny fandarana zo iteny izay fanarakitsika rehefa aliny alakamisy tahaka izao. Ny androany dia somary miavaka ny fandaharantsika satria vahiny teratany vahiny mihitsy no iresaka amintsika mivantana, zany hoe tsy eto amin'ny plateau mivantana izy fa iresaka amintsika mivantana avy any ivelany. Teknisianina manam-pahaizana manokana mahakasika ny radioactivité. Manoloana ny ataontsika hoe vaovao maro samihafa moa ny serasera izay mandeha tao aorian'ireny fandalovan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron izay nilaza fa liana amin'ny fitrandrahana ny terre rare eto Madagasikara. Dia nisy ihany koa ny serasera niresaka hoe tsy misy voka-dratsy izany fitrandrahana ny terre rare izany. Amin'ity androany ity isika dia manana vahiny izay manam-pahaizana manokana mahakasika ny radioactivité eo anivon'ny CRIRAD. Izy io dia ivotoerana fikarohana maneran-tany anankiray mahakasika izay radioactivité izay. Amin'ny teny frantsay manontolo no iresantsika amin'ny vahiny amin'ity alina ity fa ezahantsika kosa ny anao soramandry eo ambany mba ahafahantsika mahazo izay fanazavana entiny izany teknisianina izany. Eny ary. Aujourd'hui, donc, nous abordons un sujet à la fois technique, sensible et crucial, en l'occurrence l'extraction de la monazite et ses impacts. Alors, restez avec nous pour une discussion éclairante et engagée. Donc, nous avons l'honneur d'accueillir Monsieur Bruno Charreron, ingénieur en physique nucléaire et conseiller scientifique du laboratoire CRIRAD. Bonjour Bruno Charreron, pourriez-vous vous présenter et nous éclairer ensuite sur ce que c'est quoi vraiment exactement la CRIRAD? Bonjour, alors merci de nous donner l'occasion de nous adresser à la population de Madagascar. La CRIRAD, d'abord, ça veut dire, comme vous l'avez dit, Commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité. C'est un laboratoire de mesure de radioactivité qui est privé, qui est géré par une association et qui a été créé en 1986 à cause de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl qui a induit des retombées radioactives sur la France. Et un groupe de citoyens a décidé, compte tenu de la désinformation pratiquée par les autorités, ce groupe de citoyens a décidé de mettre en place son propre laboratoire d'analyse. Donc, vous le voyez dans mon dos, il y a un certain nombre d'équipements de mesure de radioactivité. Notre objectif, c'est d'améliorer l'information et la protection de la population en général, en France bien sûr en priorité, mais aussi ailleurs dans le monde lorsqu'on nous le demande, améliorer l'information et la protection par rapport à la radioactivité, que ce soit de la radioactivité d'origine naturelle, comme nous allons le voir pour la monazite, ou que ce soit la radioactivité liée à l'industrie nucléaire. Depuis quand vous travaillez sur les questions sur la radioactivité et quelles sont donc vos principales missions? Eh bien, la CRIRAD existe depuis 1986. Personnellement, je suis entré à la CRIRAD en 1993, donc ça fait plus de 30 ans, pour conduire à la fois des campagnes de mesure sur le terrain avec des appareils de mesure de radioactivité, faire des prélèvements du sol, des sédiments, des poissons, de l'eau, de l'air et les analyser ici au laboratoire. La CRIRAD, nous sommes à peu près, disons actuellement, nous sommes 11 salariés dans le laboratoire, dont 5 scientifiques. Ça va de docteurs en géochimie, ingénieurs en environnement, ingénieurs en géologie. Donc c'est une équipe scientifique qui conduit des études sur l'impact d'un certain nombre d'activités humaines. Et on a beaucoup travaillé, on travaille toujours beaucoup sur l'impact des industries extractives, que ce soit l'impact des mines d'uranium, mais en fait, il y a beaucoup d'industries extractives où il y a de la radioactivité associée à d'autres substances. Par exemple, on n'y pense pas toujours, mais l'industrie des engrais phosphatés
est concernée souvent par la présence d'uranium. L'industrie de la monazite est toujours concernée par des problèmes de radioactivité. L'industrie, par exemple, du titane, c'est le cas d'ailleurs pour ce projet, est concernée aussi souvent par des problèmes de radioactivité. Donc notre spécialité à la CRIRAD, c'est vraiment la question de la radioactivité. Donc aujourd'hui, nous allons décrypter réellement ce qu'est la monazite et quels sont les risques liés à l'extraction, l'exportation et surtout quels sont donc les impacts potentiels sur les populations locales et l'environnement. Donc alors, Monsieur Bruno Charreron, pour commencer, vous pouvez nous expliquer c'est quoi exactement la monazite et quels sont les principaux risques qui en sont associés. Alors, vous m'avez demandé des précisions sur la monazite en général. Bon, le terme monazite désigne en fait des espèces minérales un peu différentes qui ont comme point commun d'avoir une base avec des phosphates, mais qui a cette monazite a la capacité d'accrocher des substances qu'on appelle des terres rares, comme le lantane, le néodyme, le cérium, qui ont une grande valeur pour toute une série d'applications, par exemple en électronique. Malheureusement, cette monazite a la capacité d'accrocher aussi des atomes d'uranium et de thorium, qui sont des substances radioactives, certes d'origine naturelle, mais qui sont radioactives. Et c'est là où cette exploitation de monazite pose des problèmes particuliers de radioactivité. Et nous en France, nous avons par exemple un certain nombre de lieux qui ont accueilli de la monazite venant de l'extérieur, qui l'ont traitée pour en extraire les terres rares ou d'autres substances et qui se retrouvent aujourd'hui en France avec une contamination qu'il est extrêmement difficile de gérer. C'est vrai autour du port de La Rochelle, c'est vrai dans une partie autour du port de Bayonne, c'est vrai sur d'autres installations industrielles en France où l'importation de monazite a conduit à l'importation d'une radioactivité tout à fait importante et qui pose des problèmes à très long terme. Apparemment, ces minerais, les terres rares, la monazite, suscitent beaucoup d'intérêt aujourd'hui, notamment dans le cadre de la transition énergétique, mais en même temps, des innombrables risques, principalement les risques en matière de la radioactivité, sont pointés du doigt, comme le cas de Madagascar. Qu'en pensez-vous sur ce sujet? Bien sûr, beaucoup de pays veulent aujourd'hui extraire de plus en plus de terres rares. Alors dans le cas de Madagascar, ce qu'on a pu voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il faut prendre très au sérieux ces problèmes radiologiques. On l'a vu d'abord, par des mesures qui ont pu être faites par des membres de la population locale sur le site de Base Toliara avec un compteur Gégère qu'on leur a fourni, avec une formation à distance qu'on leur a fournie. Les premières mesures qui ont été faites nous montrent que, par exemple, au niveau de l'ancien camp d'exploration de l'entreprise, des entreprises qui se sont succédées pour le projet Base Toliara, au niveau du camp, le niveau de radioactivité sur certains des sables est par exemple 12 fois supérieur aux valeurs habituelles qu'on mesure dans le village de Ranobé. Donc ce site, à l'endroit où les entreprises ont déjà fait des essais de traitement de ces sables radioactifs, il reste aujourd'hui une radioactivité qui est tout à fait importante. On a pu examiner aussi d'ailleurs les documents qui sont en ligne sur internet, les différents documents qu'ont produits les entreprises du projet Bastioliara, en particulier des documents qu'on appelle PFS, Pre-Feasibility Study, les études de préfaisabilité, où l'entreprise reconnaît que la radioactivité de la monazite de cette portion sud-ouest de Madagascar est tellement élevée qu'ils vont être obligés de mettre en place des précautions très particulières par rapport à cette radioactivité. Effectivement, euh, cette monazite peut avoir des concentrations en thorium 232, un élément radioactif naturel, qui dépassent 300 000
becquerel par kilo. Ça veut dire que à chaque seconde, chaque kilogramme de cette monazite va être l'objet de 300 000 désintégrations par seconde qui émettent des radiations invisibles qu'on appelle les particules alpha, les particules bêta, les rayons gamma, qui vont exposer à de la radioactivité à la fois évidemment les travailleurs, pas seulement les travailleurs de la zone des mines, mais aussi les travailleurs qui vont ensuite faire la maintenance des équipements, les travailleurs qui vont transporter les concentrés de monazite jusqu'au port, les travailleurs du port qui vont charger les concentrés de monazite sur les bateaux. L'extraction de la monazite crée un impact en termes de radioactivité qui est vraiment important. D'ailleurs, quand on regarde les quelques documents qui précisent la situation sur un autre site à Madagascar, qui est celui dans la région de Fort-Dauphin, pardon, au sud-est de Madagascar, l'entreprise QMM, filiale de Rio Tinto, eh bien, elle reconnaît que le taux de radiation à 1 mètre, par exemple, des conteneurs de monazite qui sont exportés, ces taux de radiation sont, disons, une centaine de fois supérieurs à la radioactivité naturelle et donc vont exposer aux radiations les personnes qui sont au bord de la route quand les conteneurs vont passer, par exemple, pour exporter cette monazite. Donc, si j'ai bien compris, Monsieur Bruno Charreron, vous avez donc eu l'occasion d'examiner des échantillons liés au projet Bastuléar de la société Énergie Fuel à Madagascar qui prévoit d'extraire, d'exporter la monazite aux États-Unis. Pouvez-vous donc nous en dire plus? Oui, donc l'équipe citoyenne sur le terrain a pu nous adresser il y a quelques jours 4 échantillons qui ont été prélevés dans la zone et on vient d'en analyser un des 4. Effectivement, on constate des niveaux d'uranium et de thorium, qui sont des métaux lourds, radioactifs, qui sont tels que dans la réglementation française, ces sables seraient classés vraiment comme des matériaux radioactifs. Et encore, ce sont des sables bruts. À partir du moment où la monazite va être extraite et concentrée, la radioactivité va être encore plus importante puisque elle va être concentrée. Donc, vos analyses ont donc confirmé les risques liés à cette opération minière. Toutefois, l'État malagasy affirme qu'il n'y aura aucun impact sur la population locale émanant de ce projet. En tant que scientifique, Monsieur Bruno Charreron, et vous êtes spécialiste sur le sujet, pensez-vous qu'il soit réellement possible d'éviter complètement donc ces impacts sociaux et environnementaux? C'est pas possible, évidemment, c'est absolument pas possible qu'il y ait aucun impact. Un tel projet va évidemment impliquer un impact sur les paysages, un impact sur la qualité de l'eau, sur la quantité d'eau disponible, sur la qualité de l'air et donc un impact sur la santé des travailleurs d'abord, évidemment, qui sont en général les plus exposés, et puis un impact à long terme sur la population. En ce qui concerne la radioactivité, on est dans ce qu'on appelle le domaine des faibles doses. Ce ne sont pas des doses de radioactivité qui vont créer un impact immédiat sur la population. Par contre, on sait aujourd'hui qu'à long terme, l'exposition à cette faible radioactivité augmente à long terme les risques sanitaires, par exemple en termes de cancer du poumon, en termes de cancer en général. Et de plus en plus, on constate que l'exposition à la radioactivité à faible dose a des conséquences sanitaires multiples, pas seulement en termes de cancer, et en particulier pour les personnes qui sont exposées lorsqu'elles sont jeunes à la radioactivité. Donc si le projet voit le jour, il faut bien anticiper qu'il y aura un impact. Ce qu'il faut voir, c'est que dans le cas de ce projet, l'entreprise indique dans ses documents de préfaisabilité qu'elle va chaque année traiter entre 13 millions et 19 millions de tonnes
de terre, de sable. Il faut bien imaginer que l'environnement va être complètement, perturbé, détruit, des zones de forêt, la végétation va être, détruite et il va donc y avoir un impact déjà visuel, un impact aussi sur les ressources en eau, puisque dans ces dossiers, l'entreprise évoque son besoin en eau, 800, un peu plus de 800 mètres cubes d'eau à chaque heure pour faire fonctionner ces installations et cette eau va être issue de forages. Donc ce projet va certainement avoir un impact sur la disponibilité des ressources en eau dans la zone et puis bien sûr, les activités de minières vont induire une contamination de l'eau par des substances radioactives, par d'autres types de métaux lourds. C'est d'ailleurs ce qui est observé malheureusement dans la région de Fort-Dauphin, pardon, où des études indépendantes qui ont été faites ces dernières années par des scientifiques anglo-saxons montrent une pollution de l'eau dans la région, donc dans les mines qui sont exploitées par QMM. Il y a en aval de ces mines, dans l'eau, par exemple, 300 fois plus d'uranium, qui est un métal lourd et en plus radioactif, ou une dizaine de fois plus de plomb, qui aussi présente des risques sanitaires importants, en aval de ces mines par rapport à la situation en amont. Donc évidemment, l'exploitation de ces sables, c'est une évidence, aura un impact important sur l'environnement, sur la qualité de l'air, puisque l'extraction va conduire à la production de poussières. Une partie de ces poussières seront en plus radioactives et tout le monde sait aujourd'hui que la poussière, ça a un impact sur la santé, évidemment au niveau pulmonaire, mais aussi au niveau cardiovasculaire. Si en plus cette poussière contient des métaux lourds, en plus des métaux lourds radioactifs, ça augmente évidemment les risques. D'autre part, cette monazite dégage en permanence un gaz radioactif, le radon et le thoron. Tant que la monazite est emprisonnée sous la terre, eh bien, il y a peu d'émanations à la surface. À partir du moment où vous brassez des millions de tonnes de sable et de roches, vous facilitez les émanations de gaz radioactifs. D'après vos longues années d'expérience, pouvez-vous nous donner, à votre opinion, qui profitera réellement ce projet? Madagascar ou les pays importateurs comme les États-Unis? Alors là, pour répondre à la question, il faudrait avoir le détail des aspects financiers dans un tel projet. Je peux pas répondre à la question. Ce qui est sûr, c'est que qui va subir les impacts en termes environnemental, sanitaire, c'est évidemment le pays, la population où a lieu l'extraction de ces sables et de cette monazite. Il faut pas oublier non plus d'ailleurs le pays qui va recevoir la monazite, parce qu'il y a 2 cas. Soit la monazite est exportée de Madagascar sans avoir été dépolluée en termes d'uranium et de thorium, et à ce moment-là, c'est le pays qui la reçoit qui va recevoir cette radioactivité. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en France, aux alentours du port de La Rochelle et du port de Bayonne, l'importation de monazite a créé des problèmes de radioactivité qui ne sont pas résolus aujourd'hui. Soit, à terme, les industriels veulent implanter à Madagascar des usines pour enlever l'uranium et le thorium de la monazite, et à ce moment-là, c'est Madagascar qui va se retrouver avec des problèmes de radioactivité encore plus importants que les problèmes qui vont déjà être significatifs d'extraction de la monazite elle-même. Donc, quel impact sur les écosystèmes donc faut-il redouter à ce projet? Sur les écosystèmes locaux, les impacts vont être multiples. Ils vont déjà, intervenir tout de suite par, la présence de bulldozers, de camions, l'édification de nouvelles routes de transport, toute la partie minière. Il va y avoir évidemment une augmentation de la poussière, une, une perturbation complète des écosystèmes et de la biosphère, une modification de la manière dont l'eau circule, dans la région et en plus, bon, une destruction du couvert végétal, du couvert forestier, dans des zones qui sont des zones,
extrêmement sensibles, plus évidemment la question de l'exposition des travailleurs et de la population à des polluants chimiques, à des substances qui sont des métaux lourds et qui sont en plus des métaux lourds radioactifs. Donc la radioactivité a des effets importants sur la santé humaine, même à très faible dose, parce que les radiations, bien qu'invisibles, hein, on ne peut les détecter que si on a des appareils de mesure particuliers, ces radiations invisibles, en traversant nos cellules, en traversant notre ADN, créent des lésions qui, à long terme, augmentent les risques de toute une série de pathologies, même si on est dans le domaine des très faibles doses, ces doses ne sont pas inoffensives sur la durée. Et si on prend l'exemple de ce qui se passe pour les extractions de l'entreprise QMM à Port-Dauphin, la population, en tout cas, se plaint de toute une série de problématiques. euh, les études indépendantes qui ont été faites montrent qu'effectivement, il y a une pollution par le plomb, par l'uranium, qui sont des métaux lourds toxiques dans les eaux, par exemple, à cause de l'exploitation de ces sables. Là, je parlais bien sûr dans le sud-est de Madagascar, mais dans le sud-ouest, le projet Best Toliara, il n'y a pas de raison que ce soit malheureusement différent. Avez-vous des exemples ailleurs dans le monde, comme le cas de Bastiliard ou bien QMM Rio Tinto, pour illustrer ces dangers? Nous, on a beaucoup travaillé sur la question de l'extraction de l'uranium. La monazite contient beaucoup d'uranium et elle contient en plus du thorium, qui est un élément qui pose des problèmes de radioactivité importants. D'abord parce qu'il a une très longue durée de vie, ensuite parce qu'il émet des radiations gamma qui sont particulièrement puissantes. Et on a étudié des sites de production de terres rares, par exemple, à distance, hein. Par exemple, un site, je pense à un site en particulier en Chine, où évidemment, il y a une pollution radioactive, une pollution chimique qui est très importante pour la population et des dommages sanitaires qui sont réels. Après, la difficulté qu'on a dans ce genre de dossier, c'est toujours la grande difficulté à conduire des expertises indépendantes des industriels et indépendantes des États, puisque dans beaucoup de dossiers, les États eux-mêmes sont partie prenante des projets d'exploitation. Donc c'est difficile de conduire des études indépendantes. Mais pour tous les sites miniers où la CRIRAD a pu avoir la chance, j'allais dire, d'aller faire des mesures sur le terrain, on a constaté des dysfonctionnements, des pollutions à très long terme, soit parce que les entreprises ont pollué les eaux et ne sont pas capables de les traiter sur le long terme. Parce qu'il faut bien comprendre qu'à partir du moment où on perturbe les équilibres naturels, heu, la perturbation, bien souvent, est irrémédiable. C'est-à-dire qu'on peut peut-être à la surface remettre du sol et comment dire? Et les gens ont l'impression qu'il y a un réaménagement satisfaisant, mais la réalité, elle est beaucoup plus compliquée. À partir du moment où on a perturbé les écosystèmes, c'est pratiquement impossible de retrouver un état initial, naturel et c'est vrai aussi et quand on est confronté à des problèmes de radioactivité. Parce que tant que cette radioactivité, elle est sous la terre, à plusieurs parfois à plusieurs, dizaines de centimètres, plusieurs mètres de profondeur, les rayonnements émis par la monazite atteignent, peu la surface. Mais à partir du moment où vous commencez à brasser tout ça, vous allez augmenter nécessairement la pollution à la surface, du sol et ça crée des impacts à très, très long terme. Y a-t-il des autres points que vous aimeriez rajouter ou des informations essentielles qui n'ont pas été encore évoquées dans notre discussion? Bah, je dire que quel que soit, comment dire? Quel que soit l'avenir de ce projet, il faut de toute façon développer des capacités d'expertise indépendantes. Il faut écouter les revendications de la population. Il faut que, la population puisse obtenir l'ensemble des dossiers des entreprises. Par exemple, je n'ai pas trouvé sur internet aujourd'hui les études d'impact
environnementale et sociétale de l'entreprise. J'ai trouvé des documents qui sont des documents de type études de préfaisabilité, mais qui sont beaucoup plus destinés à des investisseurs pour montrer à des investisseurs qu'il y a effectivement un potentiel économique très important. Mais la question de la vraiment de la protection de la santé des populations et de l'environnement, là-dessus, on trouve très peu d'informations. Donc il faut exiger plus de transparence parce que dans beaucoup de dossiers, nous l'avons vu à la CRIRAD dans des dizaines et des dizaines de dossiers, lorsque l'entreprise qui a exploité des mines s'en va, c'est là que la population bien souvent découvre l'héritage de pollution qui lui est laissé. Et là, bien souvent, les entreprises vont dire, lorsqu'il s'agit d'uranium et de thorium, qui sont d'origine naturelle, les entreprises vont dire, mais ce n'est pas de notre faute. Cet uranium et ce thorium radioactif étaient déjà là avant que l'entreprise vienne intervenir. Franchement, dans des dizaines de cas qu'on a suivis à la CRIRAD, lorsque les mines s'arrêtent, les populations, les travailleurs se retrouvent en grande difficulté, sans ressources. Il n'y a pas de système aujourd'hui qui soit efficace pour protéger à long terme les intérêts des populations une fois que les mines se sont arrêtées. Donc, on ne peut pas dire que ce genre de projet n'aura pas d'impact. Ça n'existe malheureusement, ça n'existe pas. L'État malagasy affirme qu'il y aura une création de beaucoup d'emplois, environ 5000 emplois pendant ce projet. Qu'est-ce que vous pensez à ce propos? C'est pas une question qui est de nature scientifique ou technique. Donc moi, je peux juste témoigner de ce que j'ai constaté autour d'un certain nombre de mines dans le monde. C'est que, évidemment, pendant la phase d'extraction, évidemment, les activités minières créent beaucoup d'emplois. Le problème, c'est que lorsque 10 ans, 20 ans, 30 ans après, la mine s'arrête, c'est là que la population découvre, en général, elle en prend conscience avant, mais c'est là qu'elle subit complètement les désagréments à long terme. La pollution, la destruction de l'environnement, l'impact sur le tourisme, parce que, on a le cas en France, hein, sur des zones où il y a une pollution radioactive résiduelle, c'est très difficile de continuer à développer des activités touristiques parce que, bah, évidemment, les gens, craignent, cette pollution à juste titre, hein, cette pollution radioactive. Donc, bien sûr, l'extraction des ressources minérales crée des emplois, mais c'est à court terme. C'est pas garanti qu'à long terme, ça soit, intéressant pour, en tout cas pour la au niveau régional. C'est pas du tout évident que ça soit intéressant à long terme. Il faut pas négliger non plus les coûts pour les États de la rémédiation. Par exemple, actuellement en France, certaines mines ont fermé il y a 40 ans. Eh bien, il faut toujours payer la dépollution des eaux, les systèmes de traitement de l'eau, et probablement qu'il faudra le faire pendant des décennies et des décennies. C'est des choses auxquelles il faut réfléchir avant de lancer les projets miniers. Monsieur Charveron, beaucoup de gens s'intéressent à la question suivante. Combien de temps dure ce genre de projet d'extraction de monazite en général? Dans les documents qu'on peut consulter, les entreprises parlent de plusieurs décennies, hein, c'est des projets à très long terme. Si vous deviez donner des conseils à la population et aux décideurs malagasy, quels seraient-ils? Par rapport à la population, c'est l'importance qu'elle puisse avoir des lieux où elle peut exprimer sa parole, ses inquiétudes qui sont parfaitement légitimes, que la population puisse avoir accès à des études complètes, précises, qui expliquent sérieusement les risques à long terme, les impacts, que ces études puissent aussi être, je dirais, vérifiées par des scientifiques indépendants qui n'ont pas d'intérêt ni au niveau des entreprises qui veulent lancer les projets, ni au niveau des États qui sont souvent,
aussi, qui accueillent ces projets avec bienveillance. Et au niveau des décideurs, d'abord d'être extrêmement, vigilants, dans le sens de ne pas faire confiance, les yeux fermés à ce que prétendent, les entreprises, parce que ça, en particulier nous à la CRIRAD, on le voit dans on le voit tout le temps. Quand vous regardez les dossiers des entreprises, sur le papier, tout est parfait. On voit de très jolies photos, de très jolis schémas, mais quand on va sur le terrain vérifier ce qui se passe, la réalité est souvent beaucoup plus compliquée. D'ailleurs, on le voit dans le cas là du projet Base Toliara. Heu, si vous allez aujourd'hui sur le lieu de l'ancien camp de prospection, des sables, eh bien, on peut pas dire qu'il soit dans un état, de restauration de l'environnement. On voit encore, le trou, pour, l'extraction. Il y a une radioactivité non négligeable. Ça franchement, c'est comment dire? C'est très on ne voit pas malheureusement de cas d'anciens sites d'extraction comme ça, où il y a vraiment un réaménagement satisfaisant de l'environnement, sur le long terme. Nous tenons à remercier chaleureusement notre invité Bruno Charuran. Merci beaucoup pour votre présence sur notre plateau aujourd'hui. Votre éclairage et vos partages ont été une grande richesse pour notre public. Merci à vous, Monsieur Bruno Charuran. Merci d'avoir pris le temps d'échanger avec nous. Merci à vous. Izany koa tokolasy tompoko vavy no namarana ity fandaharana manokana zo iteny tamin'ity androany ity everina fa zava-dehibe ny nazahoana izay fanazavana na manam-pahaizana eo anivona sehatra malaza maneran-tany amin'ny fikarohana mahakasika ny radioactivité, fikarohana mahakasika ny voka-dratsy ny fitrandrahana ny terre rare sy ny monazita indrindraindrindra izay ady hevitra be moa eto Madagasikara. Inona fa tafita ny afatra izay nomeny ny manam-pahaizana teknisiana ingénieur tamin'ity fandaharana androany ity. Manome fotoana antsika ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.